Oui, alors le docteur Bouziane de l'EHU, place du traitement hybride dans le sauvetage du pied diabétique, et c'est le professeur Bayet qui va vous le présenter. Oui, docteur Bouziane, c'est aussi ma collaboratrice dans le service de chirurgie vasculaire d'Oran. Elle travaille beaucoup et elle est candidate à être professeure agrégée dans quelques petits mois, je l'espère. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous présenter notre expérience du service de chirurgie vasculaire d'Oran dans le traitement hybride pour sauvetage du pied diabétique. Et je commencerai par ces pieds que nous consultons malheureusement encore et qui se terminent par une amputation jambe ou encore cuisse. C'est grave parce que 50% à 80% des amputations peuvent être évitées avec une détection précoce et une prise en charge adéquate. C'est grave parce que c'est des patients qui présentent des risques cardiovasculaires qui nécessitent une prise en charge globale et multidisciplinaire. Et bien que nous soyons le dernier maillon de cette chaîne, aucune amputation ne devrait se faire sans l'avis du chirurgien vasculaire. Pourquoi? Parce que 50% des patients diabétiques avec un ulcère du pied ont une atteinte artérielle périphérique qui nécessite le plus souvent un geste de revascularisation. Le but étant de sauver le membre et surtout l'appui talonnier. Chez les patients diabétiques en ischémie critique, ils présentent souvent des lésions complexes et multifocales qui nécessitent une revascularisation. On nous sommes demandé si le traitement hybride pouvait représenter une solution pour ces patients. Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude prospective à partir de janvier 2009 sur une période de 5 ans. Elle a concerné un seul centre et c'était sur une série consécutive de 125 patients qui étaient en ischémie critique du membre inférieur qui ont été traités par technique hybride. Notre objectif principal, c'était d'évaluer les résultats du traitement sur le sauvetage du membre et en particulier la cicatrisation des troubles trophiques. Notre population était composée de 106 hommes, 19 femmes. La moyenne d'âge était de 62,4 ans. 41,6% étaient âgés entre 60 et 69 ans. 24% avaient plus de 70 ans et un tiers de notre population avait moins de 60 ans. 70% avaient un diabète qui évoluait depuis plus de 10 ans. Ils cumulaient plusieurs facteurs de risque. L'HTA et le tabac occupaient la première place. 20 de nos patients avaient déjà été opérés pour une artériopathie. Dans 55%, c'était par technique endovasculaire et 45% par pontage. 25% ont déjà été amputés et 13% c'était des amputations majeures sur le membre contralatéral. Nos malades, cliniquement, étaient des stades 4 de Leury chez Fontaine, la majorité, 82,4%, et 24,8% présentaient des lésions qui dépassaient largement les orteils. C'était dans 86,4% Wagner 4. On faisait pour le bilan préclinique automatiquement un bilan de la maladie athéromateuse, un capital veineux chaque fois qu'on décidait un pontage en sous-inguinal, un bilan des lésions était fait par angioscanner, sauf dans 7 cas, nous nous sommes contentés de l'échodoppler, vu l'urgence des lésions, et nous avons fait un bilan en péropératoire par artériographie sur table. Les lésions étaient sous-inguinales dans 81,8%, sus-inguinales dans 61,6%. Nous avons réparti notre population en fonction de la localisation des lésions en 4 groupes. Et nous voyons que le groupe des lésions, des patients qui présentaient des lésions étagées en sous-inguinal était majoritaire, 38,4%. Les lésions complexes, c'est-à-dire sus, sous-inguinal, sus, sous-gonal et membre contralatéral, 24,4%. La majorité des lésions, c'était des tasques C et des tasques D. Et nous voyons que le tasque D, c'est-à-dire les occlusions longues, était avec un taux de 71% en sous-gonal et 50,6% en sus-gonal. En sus-inguinal. Les procédures ont été réalisées sous anesthésie loco-régionale dans 94,4% des cas et sous anesthésie locale dans 0,8% des cas. Notre règle technique et stratégique, c'était de réaliser les gestes le plus tôt possible. En cas d'infection, on faisait une amputation, un débridement auparavant. Et puis, si possible, c'était de revasculariser l'artère qui perfusait directement la zone du trouble trophique. Différents sites artériels ont été traités par angioplastie stenting, et en iliaque, fémorale superficielle et poplité. Au niveau des axes de jambes, nous sommes contentés de faire des angioplasties. Différents pontages ont été réalisés également, essentiellement des pontages fémoropop, 49%, croisés 30,4%, et puis des pontages distaux dans 8% des cas. La grande veine saphène a été utilisée dans 94,4% des cas. Et puis la chirurgie du carrefour a été le dénominateur commun entre les 4 groupes des lésions et en particulier avec une différence significative essentiellement pour le groupe des lésions complexes et le groupe des lésions sous-inguinales.
Nous avons réalisé 72 amputations mineures et chez 8 patients, nous avons associé un débridement chirurgical et la mise à plat d'un abcès plantaire. Nous y avons associé également dans 10% des cas des pansements par vague-thérapie, c'est-à-dire des pansements à pression négative, et dans 3 cas au niveau du scarpa. Chez 25,2% des patients, nous avons injecté le facteur de croissance recombinant au niveau du moyen d'amputation, et chez 2 patients, vu l'étendue des lésions, nous avons réalisé des greffes de peau libre. Les injections de facteurs de croissance se faisaient à raison de 3 injections par semaine pendant une durée de 5 à 8 semaines. Comme traitement médical associé, nous avons réalisé des charges strictes, insulinothérapie, antibiothérapie adoptée, 2 antiagrégants plaquettaires, IEC et statine. Quels ont été nos résultats? Le succès technique a été de 97%. Nous avons eu 3% d'échecs. C'était des amputations qui se sont soldées par une amputation majeure. Comme morbidité majeure, nous avons eu 4,8%, aucun AVC. Nous avons eu 3,2% d'IDM, 1,6% d'IRC, et la durée d'hospitalisation était en moyenne de 8,58 jours. Sur un suivi moyen de 18,4 mois, qui a concerné 119 patients, la durée moyenne de cicatrisation des amputations distales était de 7 mois. Elle a été réduite à 4 mois avec les facteurs de croissance épidermique. La mortalité globale a été de 28%. Précocement, nous avons perdu 3 patients, 2 dans le cadre d'un IDM à J3 et J4 et 1 dans un cadre de tableau de défaillance multiviscérale après des articulations à J7. Tardivement, nous avons perdu 26,9% des cas. Le maximum des malades est décédé les 2 premières années et les causes c'était essentiellement coronarienne et insuffisance rénale chronique. 26 patients ont nécessité un geste secondaire dont 56,4% a été fait par technique chirurgicale et puis 10 patients ont récidivé et ont vu l'étendue des lésions terminées par une amputation majeure. Le taux de perméabilité primaire était de 80,7%, secondaire de 95,7%. Le taux de sauvetage de membres à 30 jours, il était de 96,4%, à moyen terme 83% et puis tardivement 63%. La survie moyenne était de 34,4 mois avec une médiane de 46 mois. Voici le cas d'une femme de 74 ans, diabétique, qui avait des lésions complexes étagées en sous-inguinale, pas de capital veineux. Alors, l'artériographie péropératoire a confirmé les données de l'angioscanner. Nous avons fait une chirurgie du carrefour, recanalisation de la fémorale superficielle, angioplastie stenting de la poplité et recanalisation des axes de jambes. Nous avons réalisé une amputation avec injection des facteurs de croissance et voici les résultats à 5 mois. Voici le cas d'un autre homme de 62 ans, diabétique, avec des lésions complexes sous-inguinales et le membre contralatéral. Il était en ischémie critique de son membre inférieur. Nous avons réalisé une angioplastie stenting iliaque, pontage croisé, puis un pontage prothétopoplité sus-articulaire. Et puis au cours du contrôle à 6 mois, nous avons constaté qu'il avait développé une sténose en amont du pontage croisé que nous avons traité par angioplastie stenting. Voici les pansements par vague-thérapie que nous utilisons après détertion des plaies et nous voyons les résultats à J2, J4 et J6. Nous les utilisons également au niveau des voies d'abord quand ils sont infectés, notamment au niveau du scarpa, et nous voyons les résultats à J2 et J8. En faisant une analyse des rapports de la littérature qui sont actuellement disponibles sur la stratégie de la revascularisation de l'artériopathie, eh bien, nous avons vu que les diabétiques, ils étaient plutôt considérés comme une petite partie de la cohorte complète. Les recommandations qui sont énoncées dans le TASC 2 pour le traitement de l'artériopathie s'intéressent à un groupe hétérogène de patients allant des claudicants jusqu'à ceux qui sont en ischémie critique. Nous considérons qu'il faut plutôt, à notre avis, une considération spécifique pour les patients qui sont en ischémie critique et notamment les diabétiques. Beaucoup actuellement sont pour une approche endovasculaire, bien sûr, parce qu'elle peut se faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie loco-régionale. La recanalisation peut être une alternative au bandage, mais les inconvénients, c'est que les anatomies et les lésions complexes ne s'y prêtent pas toutes pour un traitement endovasculaire. Et puis les résultats à moyen terme et à long terme sont décevants, surtout pour les TASC D. L'étude prospective Basile, en comparant les bandages versus angioplastie chez les patients qui sont en ischémie critique, a retrouvé que dans le groupe angioplastie,
angioplastie, le taux d'échec précoce était élevé, les réinterventions plus fréquentes, et à 2 ans, elle a favorisé la chirurgie par pontage. Les pontages distaux restent le gold standard, mais ils nécessitent un greffon saphénien de bonne qualité, une artère réceptrice de bonne qualité, et surtout l'absence de troubles trophiques suspendus. Bien sûr, les larges d'abord, il y a le risque pour les voies d'abord de retard de cicatrisation et de complications infectieuses, et puis le traitement en un seul temps des lésions sus- et sous-inguinales est greffé d'une morbimortalité importante. Actuellement, nous constatons aussi ces dernières décennies un problème de capital veineux parce que nous sommes en face de patients qui sont déjà été opérés pour pontage coronarien ou périphérique et donc ils n'ont pas toujours un bon capital veineux. Le traitement hybride pourrait être une solution et une alternative pour ces patients puisqu'il associe les avantages du traitement endovasculaire et chirurgical. Il permet de vasculariser un maximum de lésions avec des pontages qui sont relativement courts tout en améliorant par technique endovasculaire l'amont ou l'aval, donc le flux en amont, en aval de ce pontage. Dans notre série, les patients présentaient des lésions multiples et complexes. Dans plus de 86% c'était des lésions Wagner 4. Ce taux élevé des lésions infectées peut s'expliquer par le retard diagnostique et l'orientation souvent tardive de ces patients diabétiques. Les procédures ont pu être réalisées sous anesthésie loco-régionale dans 94% des cas. Et puis dans un seul cas, on a pu le faire sous anesthésie locale. Bien sûr, nous avons traité différentes lésions en une seule séance. On a toujours revascularisé, si c'était possible, l'artère qui perfusait le pied. La vac-thérapie et les injections de facteurs de croissance ont nettement amélioré nos résultats. Le séjour a été hospitalier réduit grâce à la participation des autres chirurgiens, des autres secteurs dans la prise en charge des gestes complémentaires. Le succès technique a été de 97%. Les échecs s'expliquent par la mauvaise qualité du réseau d'aval, en particulier jambier. Dans la littérature, ce taux varie entre 80 et 98%. La mortalité précoce a été de 2,4%. La principale cause était cardiaque. Cliff rapporte que diabète, atteinte coronarienne, ulcère de jambe et gestes de revascularisation sont des facteurs indépendants de mortalité à 30 jours. Pour la mortalité globale, elle a été de 26,9%. Les causes étaient défaillance cardiaque et rénale. Faglia, quant à lui, retrouve un taux de 49,8%. Et une étude randomisée a démontré que l'insuffisance rénale chronique et dialyse étaient facteurs prédictifs de mortalité. Comme complication post-opératoire dans notre série, il était de 4,8%, 3,2% d'IDM. Doslioglu, quant à lui, rapporte une morbidité cardiaque pour le traitement hybride de 5,6%. Nous avons eu 7 cas de sepsis de la voie d'abord. Cormier rapporte que des retards de cicatrisation sont plus fréquents chez les diabétiques au niveau des abords chirurgicaux. Tardivement, nous avons eu 10 cas de récidive, 20 qui se sont soldés par une amputation, 26 patients nécessitaient un geste secondaire, ce qui explique l'intérêt de la prévention et de la surveillance au long cours. Ce qui est le plus important, en fait, c'est le taux de sauvetage de membres qui a été globalement de 83%. Actuellement, plusieurs séries prospectives et rétrospectives concernant les techniques hybrides rapportent des taux de perméabilité à long terme et des taux de sauvetage de membres qui sont comparables avec les procédures de chirurgie conventionnelle. Le taux de sauvetage varie dans la littérature entre 91 à 95%. En conclusion, sauver l'appui chez un diabétique, d'autant plus qu'il est jeune, est un défi difficile mais pas impossible. Le traitement hybride des lésions artérielles multiples et multifocales représente une option moins invasive, efficace et durable. Cependant, tout espoir de cicatrisation après revascularisation est illusoire sans une prise en charge multidisciplinaire. Je vous remercie. Alors, nous appelons le commentateur, M. Sium Fuki de Paris. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Fuku, je suis chirurgien vasculaire, j'étais à l'hôpital Saint-Joseph pendant 10 ans, donc on a pris en charge beaucoup de troubles trophiques, suite au professeur Cormier. Je n'ai pas été l'interne de M. Andréasson, par contre j'étais l'interne du professeur Alexandre en 1990. Et je me permets de vous saluer. Donc d'abord, je félicite pour votre présentation. J'avais vu le topo, le résumé de la présentation, et chez les diabétiques, vous avez donc 25% qui traitent les lésions sous le genou, qui en fait sont les lésions les plus spécifiques du diabète, parce que 75% de vos lésions étaient aortiques et fémoropoplitées, et ces lésions se traitent comme si les patients n'étaient pas diabétiques, puisque les résultats sont quasiment les mêmes. Donc je pensais que vous auriez beaucoup plus de lésions sous-gonales, qui est le problème actuel en fait du traitement. J'ai pas beaucoup de commentaires à faire, sauf un commentaire plutôt sociétal pour nous, c'est que vous l'avez montré, les pontages distaux donnent des meilleurs résultats que les interventions par voie interventionnelle. Par contre,
Maintenant, par intervention, c'est que maintenant on fait des dilatations des artères de jambes, des artères occluses et sténosées de façon très longue. C'est pas parce que j'en le privé maintenant, mais c'est une histoire de cotation. Quand on fait un pontage distal, ça dure 5 à 6 heures. On doit revoir les malades pendant 15 jours tous les jours. Quand on fait une dilatation, ça ne marche qu'une fois sur 2 parce que ça se resténose à 3 mois. Et donc on est un peu comme les endoscopistes, c'est-à-dire qu'on refait un geste. Et maintenant, tous les patients sont maintenant traités comme ça, c'est-à-dire qu'on les dilate, on voit ce qui se passe. Et après, soit on les revoit dans 6 mois, soit après ils repartent aussi, ils restent jamais dans les services. Donc c'était juste pour vous dire que les pontages distaux, actuellement c'est mort, mais c'est simplement parce qu'une question de prise en charge trop difficile, alors que ça ne devrait pas l'être. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Non, je voudrais dire un mot. C'est que chez les diabétiques, on parle plutôt, quand on fait des études et des statistiques, on parle plutôt en termes de sauvetage de membres, mais non en termes de perméabilité, d'implantage ou d'instinct. C'est tout, voilà. Il y aurait une question dans l'assistance? Non. Bien, nous passons la parole au...